Deuxième partie de la séquence donc, consacrée à la Révolution française, avec ici en séance 2, quelles sont les crises qui ont affaibli la monarchie française. Donc on est là à la fin du règne de Louis XVI. Alors je vais faire relativement court sur ce contexte-là, parce qu'on pourrait l'évoquer plus en détail, mais ce serait pas forcément évident à appréhender, mais en tout cas, la première crise, c'est la crise financière. C'est-à-dire que l'État, pour dire la France, hein, est confronté à une crise budgétaire, c'est-à-dire en clair, les dépenses sont plus importantes que les recettes. Donc l'État est en déficit. Alors il y a plusieurs causes, en dehors du fait qu'évidemment il y a des ordres privilégiés qui ne payent pas l'impôt, mais il y a d'abord les dépenses excessives de la cour. Hein. On pourrait dire le train de vie à Versailles est extrêmement dispendieux. Alors, on sait, pour la petite histoire, voilà, que la reine Marie-Antoinette, donc qui est d'origine autrichienne, fait payer à l'État ses pertes au jeu, ou elle fait payer à l'État des achats de bijoux, de diamants, de robes, etc. Bon, bah, ça, on dira anecdotique, mais enfin voilà, pour le coup, c'est vrai que les dépenses excessives de la cour ont plombé les caisses de l'État. Mais un autre événement aussi qui va coûter très cher financièrement à la France, c'est l'aide aux rebelles américains, les insurgés, hein, commandés par George Washington, qui veulent leur indépendance vis-à-vis des Anglais. Et les Français, bien contents d'embêter les Anglais, hein, c'est leur grand rival tout au long du XVIIIe siècle, hein, et bien donc les Français, donc Louis XVI, hein, vont, avec Lafayette, aider les Américains. Et au final, les Américains, donc ils sont en fait des colons anglais, on pourrait dire, hein, mais vont obtenir l'indépendance. Hein. Donc, mais on va voir que la France, évidemment, a aidé à l'indépendance des États-Unis, mais ça va coûter très très cher à l'État. Alors, il y a aussi d'autres problèmes aussi qui touchent, là, on va dire plutôt les Français en tant que tels, c'est l'envolée aussi des prix du grain. Alors, je vais pas la rentrer dans les détails parce que ce serait parfois un petit peu complexe, mais en tout cas, le roi, il a un rôle aussi, on pourrait dire important, et on pourrait dire, il y a un aspect positif, on dira, c'est que il y a des lois qui interdisent la spéculation sur le grain. C'est-à-dire, en clair, le roi fixe des prix pour les céréales. En clair, le roi, évidemment, a intérêt à nourrir son peuple. Hein. Un peuple qui n'est pas nourri, c'est un peuple qui peut se rebeller. Et il y a un moment où le roi, sous la pression, on va dire, de la bourgeoisie, va déréguler le prix des céréales. Et donc, forcément, il y a une spéculation, le prix s'envole. Du coup, les plus pauvres ne peuvent pas se nourrir. Donc, c'est intéressant parce que ça sort un petit peu parfois du côté manichéen, hein, hein, la gentille bourgeoisie et la méchante royauté, c'est plus subtil que ça, hein, généralement dans l'histoire, évidemment. Bon, même si je rentre pas trop dans les détails, ni dans la polémique, mais en tout cas, le roi, et notamment Louis XVI, avait essayé un moment de contrôler l'envolée des prix du grain, alors que les bourgeois, eux, étaient plutôt contents de pouvoir vendre plus cher le grain. Bon, en tout cas, ça entraîne des disettes. Hein, il y a même, on verra, enfin, c'est ce qui va mettre le feu aux poudres, mais il y a des boulangeries qui sont attaquées à Paris, voilà, le peuple a faim, et donc ça entraîne aussi des révoltes paysannes. Donc voilà pour cette crise financière. En grand 2, on va voir l'échec des réformes. Alors, Louis XVI comprend que la France va dans le mur, c'est-à-dire que là, les caisses de l'État sont vides, les dépenses sont plus importantes que les recettes, sachant que voilà que l'État parfois emprunte, mais bon, les grandes banques voilà, commencent à se méfier un petit peu, les spéculateurs de la France qui ne remboursent pas ses dettes. Enfin, en tout cas, voilà, Louis XVI doit trouver de nouvelles sources de revenus et il doit réformer l'impôt. Donc Louis XVI va tenter de réformer le système en faisant appel à des ministres. Alors je vous épargne toute la liste, hein. Les plus connus étant Calonne, Brienne et Necker, et il va les charger de réformer un petit peu le système. Alors d'abord, et c'est intéressant de le noter, mais la royauté va supprimer ce qu'on appelle les douanes intérieures, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand on passait d'une province à une autre, on dirait maintenant une région, hein, on payait des taxes, on payait des douanes. Donc évidemment, ça stimulait pas le commerce, hein, ça c'est clair.
Donc il y avait voilà, des douanes, des droits de douane intérieurs même, à l'intérieur même de la France. Donc ça va être supprimé pour stimuler le commerce. Alors il y a d'autres aussi réformes, hein, notamment poussées par le ministre Necker, qui est un banquier suisse, hein, au départ, qui va dénoncer les dépenses de la cour, hein. Il va notamment, ce Necker, dont on reparlera, il a un rôle important dans le début de la Révolution, écrire un ouvrage, hein, pour dénoncer les dépenses excessives de la cour, notamment à Versailles. Par contre, ces ministres échouent à imposer un impôt qui serait payé par le clergé et la noblesse. Donc déjà, on avait dit par rapport aux lois fondamentales, le roi peut pas imposer comme ça, comme il veut, des impôts, mais on pourrait imaginer voilà, que le clergé et la noblesse finissent par consentir à payer un peu d'impôts, mais ils refusent, hein, au nom des privilèges. Donc en tout cas, Louis XVI, on peut le mettre à son crédit quand même, a tenté de réformer le système, et c'est cet échec, l'un des réformes qui va évidemment causer la Révolution. Donc en grand 3, on va voir ce qui va mettre le feu aux poudres, hein, c'est la convocation des États généraux. Alors je vais un petit peu insister là-dessus, on est là vraiment dans les origines même, hein, voilà, de déclenchement de la Révolution, avec, on l'avait déjà cité, le dénommé Necker, donc qui est un ministre, qui est un banquier suisse, donc c'est un bourgeois, hein, voilà, et lui, il comprend qu'il faut absolument réformer l'impôt, qu'il faut absolument que le clergé et la noblesse payent une part d'impôt. Et donc Necker va pousser Louis XVI à convoquer ce qu'on appelle les États généraux. Alors, États comme les trois ordres, hein, les trois ordres évidemment qu'on avait cités. Donc c'est une réunion en fait de députés des trois ordres sous l'autorité du roi. Alors ça n'avait pas été réuni depuis Henri IV, hein, ça fait presque voilà, 180 ans que ça n'avait pas été réuni, hein, mais disons que seuls les États généraux, seule une réunion des trois ordres, du moins leurs députés, aurait pu permettre de réformer le système fiscal. Alors ce qui est intéressant, et ça pour le coup c'est resté célèbre, hein, mais chacun des ordres, en fait, rédige ce qu'on appelle des cahiers de doléances, c'est-à-dire une doléance c'est une demande, une requête. Donc les archives les ont conservées, hein, donc voilà, que ce soit des bourgeois, que ce soit les paysans, que ce soit les, les membres du petit clergé, bah, ils écrivent au roi, enfin au nom du roi, en demandant des réformes, en disant clairement, noir sur blanc, ce qu'il faut changer. Alors c'est intéressant parce que le tiers-État, par exemple, montre dans ses cahiers, hein, son attachement à la monarchie. On n'appelle pas du tout à la République, on n'imagine pas du tout qu'un jour le roi sera guillotiné. Voilà, donc on montre un respect, un attachement à la monarchie, mais le tiers-État, et notamment évidemment la bourgeoisie, demande des réformes fiscales. Alors il y a d'autres requêtes aussi, hein, comme l'abolition de la censure, hein, parce qu'évidemment à l'époque, on l'a pas dit, mais bon, la presse qui commence à exister un petit peu, hein, les journaux, voilà, eh bien, est censurée, et le tiers-État demande aussi la fin de la justice arbitraire. À voir aussi, on l'avait déjà dit, mais enfin voilà, il y a des petits nobles ou des petits gens d'église qui réclament aussi des réformes. Enfin, en tout cas, c'est intéressant parce que voilà, ces cahiers n'appellent pas à l'abrogation de la monarchie, ni à l'instauration d'une république. C'est plutôt modéré et avec une volonté de réforme plutôt fiscale. Alors là où ça va, on va dire d'emblée mal partir, parce que si on calcule bien, si on comprend bien ces histoires-là d'ordre, il y a deux ordres privilégiés contre un ordre non privilégié. Vous voyez? Et comme au départ, sans rentrer trop dans le détail, chacun des ordres vote dans son coin et après on réunit les voix, ça ferait toujours 2 contre 1. Même si le clergé représente, pardon, excusez-moi, même si le tiers-état représente 98% de la population, il n'a droit qu'à une voix, contre une voix pour la noblesse et une voix pour l'église. Donc ce qui fait que, si on prend le système au départ, c'est 2 contre 1. Donc, déjà, les députés d'emblée, ils vont être réunis à Paris, hein, donc les députés du tiers-état, donc ils sont élus par les gens qui payent un impôt, enfin voilà, mais il y a quand même un système un petit peu plus ou moins démocratique, on dirait, enfin, en tout cas voilà, ils sont élus, ces députés, donc du tiers-état, réclament le doublement de leur effectif pour être aussi nombreux que ceux du clergé et de la noblesse. Parce que voilà, je vous dis, clergé et noblesse étaient toujours plus nombreux
que les députés du tiers-État. Et il demande aussi une assemblée unique avec un vote par tête, c'est-à-dire, et non plus un vote par ordre. Alors, ça peut paraître un petit peu technique, tout ça, mais c'est ce qui va vraiment causer la révolution. C'est-à-dire que dès les premiers jours, le tiers-État se rebelle, refuse ce système voilà, qui les marginalise, on a bien compris le 2 contre 1, et ils veulent une assemblée unique, avec un vote par tête, sachant qu'ils savent très bien qu'il y a des gens du clergé et de la noblesse qui sont ralliés à leurs idées. Donc si chacun votait ce qu'on appelle le vote par tête, ils auraient une majorité. Ça, il faut bien le comprendre. Et donc, le 17 juin 1789, les députés du tiers-État, avec certains nobles ou certains membres du clergé, se proclament Assemblée nationale. Hein, ils disent, nous sommes plus des États généraux, on est l'Assemblée de la nation. Donc déjà, ça leur donne plus de crédit, plus de prestige. Et le 20 juin, ça c'est resté connu, hein, cette assemblée proclame le serment du jeu de paume. Et ce serment, en fait, par ce serment, il s'engage à donner une constitution à la France. Là, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire, ok, on veut réformer l'impôt, mais on veut aussi tempérer les pouvoirs du roi. C'est là où on est déjà, clairement, dans une condamnation de l'absolutisme. Oui, on veut garder la monarchie, mais on veut qu'il y ait une constitution, un petit peu sur le modèle britannique. Hein. Bon, j'ai pas encore beaucoup parlé de ce modèle-là, mais on l'a vu un petit peu en seconde. En tout cas en fin de programme de seconde. C'est que la monarchie en France est absolue. Il y a pas un texte qui régule ou arbitre, en tout cas qui encadre les pouvoirs du roi. Et donc ils réclament une constitution. Ils veulent on pourrait dire, une monarchie constitutionnelle. Alors, pourquoi on l'appelle le serment du jeu de paume? Parce qu'il y a un moment où les grilles du château de Versailles, où se réunissent les états généraux, sont fermées par l'armée, et donc ils se réunissent dans une salle, on pourrait dire une salle de sport, hein, le jeu de paume c'est l'ancêtre du tennis, hein, et donc ils se réunissent dans cette salle et s'engagent à donner une constitution à la France. Hein. Donc ça a donné lieu évidemment à des tableaux très, très connus, hein, ce fameux serment du jeu de paume, d'ailleurs qui est prononcé par un abbé, l'abbé Sieyès. Vous voyez, hein, il y a aussi des membres d'église qui sont pour, on va dire, cette constitution. Alors là où les événements vont ensuite virer à l'émeute populaire, hein, c'est bien sûr la prise de la Bastille. C'est-à-dire que là, Louis XVI commence à sentir le vent mauvais. Alors déjà, il commet une maladresse et qui fait venir des régiments des provinces, en clair pour encercler Paris, au cas où il y aurait des émeutes. Donc déjà, les Parisiens sentent une menace, surtout que ces régiments, d'ailleurs, sont pas forcément composés de Français, hein. C'est parfois des mercenaires allemands. Donc en plus, ce sont des étrangers. Donc ça, c'est un geste très malhabile, il est mal conseillé, hein, en faisant venir l'armée. Et en plus, autre geste malhabile, il renvoie Necker. Il considère que Necker est trop favorable à cette constitution, on va dire, à ce début de révolution, et il renvoie Necker. Et là, pour le coup, il y a comme un vent de panique, on va dire, dans Paris. Necker est renvoyé, les troupes arrivent autour de Paris, et là, le peuple, on pourrait dire, hein, va décider d'attaquer la prison de la Bastille, donc le 14 juillet 1789. Alors c'est pas simplement une prison, hein, il y a quelques condamnés, voilà, c'est une prison royale, mais avec peu de détenus, mais c'est surtout en fait des réserves de munitions, des réserves de poudre et d'armes. Évidemment, le peuple de Paris veut s'armer au cas où l'armée arriverait dans les rues de Paris. Et c'est bien sûr le début de la Révolution française, qu'on va voir tout de suite après sous forme chronologique. Voilà, à tout de suite.